Pour cette première étape du XIXe siècle jusqu'à 1948, il faut d'abord rappeler le rapport de force mondial. Jusqu'en 1914, le monde est centré sur l'Europe, dominé par l'Europe, organisé par l'Europe. On remarquera sur cette carte que les formes de la domination européenne sont diverses. Elles sont politiques, économiques, démographiques. La Grande Guerre de 1914-1918 a évidemment affaibli l'Europe et ébranlé sa domination. Mais après 1918, il n'y a personne pour remplacer l'Europe, les États-Unis étant rentrés chez eux et la Russie étant absorbée par la guerre civile. L'Europe a donc continué, cas un cas, à organiser le monde ou à s'imaginer qu'elle l'organisait. Mais pendant toute cette étape, c'est l'Europe qui mène le jeu par ses idées, son influence, ses initiatives, ceci jusqu'à la Première Guerre mondiale, et même au-delà, jusqu'à ce que, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, l'Europe épuisée dépose le fardeau, et le relais est pris à ce moment-là par l'ONU. Au lendemain de la Première Guerre mondiale, au Moyen-Orient, l'Europe a même l'illusion d'un renforcement de sa puissance. L'Angleterre et la France, alliées à la révolte arabe, ont vaincu et fait disparaître l'Empire ottoman. Elles se partagent les régions non turques de l'Empire. Une zone pour la France, dans laquelle sont dessinées les frontières inexistantes auparavant du Liban et de la Syrie. Une zone pour l'Angleterre, dans laquelle sont dessinées les frontières, inexistantes auparavant, de la Palestine, l'Irak et la Transjordanie. Mais, signe des temps nouveaux, l'autorité de la France et de l'Angleterre ne s'exerce pas directement sur ces régions. Elle s'exerce au nom de la Société des Nations, c'est-à-dire la communauté internationale, qui leur a confié un mandat, une mission. Mission de guider les peuples de ces régions vers le progrès et l'autonomie politique. La Palestine en 1918, c'est d'abord un territoire qui vient d'être libéré de la domination ottomane, qui a tout de même duré 4 siècles, ce qui veut dire que ce n'était pas seulement une domination, c'était aussi une forme d'organisation en communautés religieuses, musulmanes, chrétiennes, juives, organisation qui a permis aux gens de vivre ensemble. Mais en 1918, l'Empire ottoman disparaît, les vilayettes de l'Empire s'effacent, remplacées par des frontières dessinées par la France et l'Angleterre. Parmi ces frontières, celle de la Palestine, entité politique nouvelle. Les gens qui vivent en Palestine, qui sont-ils? En 1918, la population s'élève à environ 700 000 personnes. Il n'y a pas de recensement précis, mais l'ordre de grandeur, c'est celui-là. Environ 80% sont des Arabes musulmans sunnites. Environ 10% sont les Arabes chrétiens. Le reste, environ 10%, ce sont les Juifs. Eux-mêmes divisés en deux groupes assez distincts. 5% les communautés juives qui ont toujours vécu en Palestine, toujours ou du moins depuis très longtemps. Ils sont juifs, mais pas nécessairement favorables au sionisme. En particulier, les plus religieux n'attendent pas un mouvement politique, ils attendent le Messie. Enfin, 5%, ce sont des immigrants juifs récents qui, eux, ont répondu à l'appel du sionisme, à l'appel au retour des juifs sur la terre d'Israël. Il y a aussi d'autres minorités, druzes, arméniens, chiites, mais en très petit nombre, toujours moins de 1% de la population. Deux remarques sur cette population.
D'abord, si l'on compare avec les autres régions historiques du Moyen-Orient, Liban, Syrie, Irak, dont la population est d'une extraordinaire diversité, la population de la Palestine apparaît comme relativement homogène. 80% de sunnites, 90% d'arabes. Il y a dans cette homogénéité une base favorable à la naissance et au développement d'un nationalisme palestinien, les Arabes chrétiens s'étant toujours considérés d'abord comme des Arabes. Ce nationalisme, il se reconnaît d'abord dans le drapeau de la révolte arabe de 1916, qui est progressivement remplacé par cet autre drapeau, qui est celui de la Palestine. Deuxième remarque, le mouvement sioniste, qui est présent en Palestine depuis la fin du XIXe siècle, s'appuie à cette époque, c'est-à-dire au lendemain de la Première Guerre mondiale, sur une toute petite fraction de la population, environ 5%. Donc l'une des questions qu'il faut se poser, c'est comment un courant aussi minoritaire a-t-il pu l'emporter ? Et l'on devine que la réponse, ou plus exactement les réponses, se trouvent à la fois dans les rapports entre les trois acteurs de la pièce et leur rapport avec les acteurs extérieurs. Que veulent ces trois acteurs et quels sont leurs rapports entre eux? L'Angleterre veut d'abord, et c'est bien naturel, défendre ses intérêts, c'est-à-dire maintenir son contrôle sur une position essentielle sur la route des Indes. La route des Indes qui passe par le canal de Suez et la mer Rouge, mais aussi par le Moyen-Orient et le Golfe Persique. Et puis il y a bien sûr l'enjeu pétrolier. À cette époque, le pétrole, c'est la Perse, le nord de l'Irak, la région de Mossoul, pas encore la péninsule arabique. Mais l'Angleterre n'ignore pas qu'il y a dans ces régions des peuples qui ont des intérêts et des droits. D'autre part, l'Angleterre sait très bien que les puissances européennes, après avoir répandu dans le monde les notions de liberté et d'égalité, ne peuvent pas dominer seulement par la force. Par rapport à cela, l'Angleterre se voit assez bien dans une position de protecteur et d'arbitre impartial, parvenant à être l'allié du mouvement sioniste et des populations arabes. L'allié du mouvement sioniste en se déclarant favorable à l'établissement en Palestine d'un foyer national pour le peuple juif. Ce sont les termes de la déclaration Balfour, et en favorisant l'immigration juive en Palestine. L'allié des populations arabes en leur garantissant, toujours la déclaration Balfour, que rien ne sera fait qui puisse porter atteinte aux droits civils et religieux des communautés non juives existantes en Palestine. À plus long terme, l'Angleterre envisage une Palestine autonome et pourquoi pas indépendante, mais alliée de l'Angleterre et protégée par elle. Avec dans cette Palestine un foyer national juif, pas un État, foyer national qui aurait lui aussi bien besoin de la protection anglaise. Et bien entendu, les promoteurs anglais de cette politique croient que tout ceci est possible. Les habitants arabes de la Palestine, qui sont, rappelons-le, les 9/10 de la population. Il est évident pour eux que ce pays est celui de ses habitants arabes, et sans même parler d'État juif, ils n'envisagent pas favorablement une immigration massive juive tendant à modifier la nature du pays. Leur hostilité au projet sioniste est donc aussi évidente qu'inévitable. On peut rappeler à ce sujet l'appréciation qu'en donnera De Gaulle dans sa fameuse conférence de presse de novembre 1967
juste après la guerre des 6 jours. On pouvait se demander, en effet, et on se demandait même chez beaucoup de juifs, si l'implantation de cette communauté sur des terres qui avaient été acquises dans des conditions plus ou moins justifiables et au milieu des peuples arabes qui lui sont foncièrement hostiles, n'allait pas entraîner d'interminables frictions et conflits. Les frictions et conflits se sont manifestés très tôt, dès 1919-1920, alors que le sort de la Palestine n'était pas encore décidé. Ce que veulent à ce moment-là les Arabes de Palestine, du moins les groupes qui s'expriment, ce n'est pas l'indépendance de la Palestine, c'est son inclusion dans un grand royaume arabe avec Damas comme capitale et l'émir Faisal comme roi. Au lieu de cela, on entend parler d'une séparation de la Palestine, de son administration par les Anglais et de son ouverture à l'immigration juive. Alors, évidemment, ça devait provoquer des réactions. Les troubles les plus spectaculaires, pas les plus sanglants, ont lieu à Jérusalem en avril 1920. La fête musulmane de Nabi Moussa dégénère en émeute anti-juive. Il y a quelques morts et quelques dizaines de blessés. C'est un bilan qui peut paraître limité, mais qui montre une rupture tragique entre les communautés. C'est au moment de ces troubles que commence à s'organiser une force d'autodéfense juive, la Haganah. Elle est dirigée au départ par Vladimir Jabotinsky, un homme dont je reparlerai. Quelques photos illustrent les relations à ce moment-là entre les différents acteurs. La fête de Nabi Moussa, c'est-à-dire le prophète Moïse, commence par une procession pacifique, ouverte par une fanfare de l'armée britannique, puisque ce sont les Anglais qui administrent la Palestine. Mais la fête dégénère, les soldats anglais, dont certains sont indiens, contrôlent les civils, des religieux musulmans, mais aussi des religieux juifs, et ils patrouillent lourdement armés dans la ville. Le conflit violent qui s'ouvre dès 1919-1920, on peut le peindre au choix de couleurs très différentes. On peut choisir d'y voir la lutte du peuple palestinien contre le projet colonialiste du sionisme, soutenu par l'impérialisme britannique. Mais on peut aussi choisir de dénoncer un nationalisme palestinien qui refuse l'immigration, refus teinté d'antisémitisme puisqu'il s'agit d'une immigration juive. On peut choisir le slogan que l'on veut, mais ça n'a pas beaucoup d'importance. La seule chose qui compte, c'est la réalité. Dès le début, les Palestiniens ont été hostiles à l'immigration organisée par le mouvement sioniste, et ils ont été en conflit avec les Anglais parce qu'ils acceptaient cette immigration. Le mouvement sioniste a naturellement répondu avec la même hostilité, considérant qu'il exerçait son droit à l'autodéfense. Pourtant, il y a eu, dès le début, des gestes et des paroles de conciliation entre juifs et arabes. Cela aurait-il pu conduire à une solution pacifique si l'impérialisme britannique n'était pas venu tout compliquer? On peut en douter. On cite parfois l'accord signé en janvier 1919 entre Faisal, de la dynastie des Hachémites, c'est l'un des chefs de la révolte arabe de 1916, et Chaim Weizmann, l'un des leaders du mouvement sioniste. Sur cette photo de 1918, Weizmann porte une tenue arabe en signe d'amitié. Dans le texte de janvier 1919, l'accord, Faisal déclare accepter la déclaration Balfour et la création en Palestine d'un foyer national pour le peuple juif.
Alors, cela paraît merveilleux, une formidable opportunité de paix, mais c'est trop beau pour être vrai. En fait, il s'agit surtout d'une manœuvre, aussi bien des sionistes que de Faysal, pour faire pression sur les Anglais. On est à la veille de l'ouverture de la conférence de la paix à Paris. Les sionistes veulent dire aux Anglais, vous voyez bien que vous pouvez nous donner le foyer national juif, puisque même Faysal est d'accord. Et Faysal veut dire aux Anglais, vous voyez bien que vous pouvez me donner le grand royaume arabe que vous m'aviez promis, puisque je suis même prêt à en céder un petit coin pour créer votre foyer national juif. Mais Faysal, à côté de sa signature, ajoute une mention manuscrite en arabe, traduite à droite en anglais par le colonel Lawrence. Eh oui, le Lawrence d'Arabie de la légende, qui était présent à la Réunion. Cet ajout manuscrit de Faysal, Lawrence l'a adouci dans sa traduction. Faysal avait exactement écrit: si la moindre modification devait être apportée au projet d'indépendance arabe, je ne serai lié par un seul mot du présent accord, qui sera considéré comme nul et sans valeur. Le grand royaume arabe revendiqué par Faysal n'ayant jamais vu le jour, l'accord était automatiquement annulé. Si on avait tenté d'appliquer l'accord, seraient vite apparues deux difficultés. D'abord, ce que voulait le mouvement sioniste, ça n'était pas un foyer national juif, mais un État juif en Palestine. Et ça, il n'y avait aucune chance que les Arabes l'acceptent. Ensuite, Faysal avait signé ce texte sans demander l'avis des principaux intéressés, la population arabe de Palestine. Et il y avait peu de chances qu'elle donne son accord. Je crois qu'on peut en rester à une constatation simple: vouloir transformer la Palestine arabe en État juif, ça n'avait rien d'impossible puisque ça s'est fait. Mais il y avait peu de chances que cela se passe pacifiquement. Et le mouvement sioniste, dans quelle disposition se trouvait-il? Il faut d'abord bien voir le tournant que représente pour le mouvement sioniste la déclaration Balfour. Pour la première fois, elle a donné une crédibilité à un projet qui jusque-là paraissait très utopique. D'abord en parlant d'un foyer national juif en Palestine, la déclaration Balfour a fait tomber aux oubliettes tous les autres projets de création d'un État juif en Argentine ou en Ouganda. C'était le projet de l'organisation juive territorialiste de Israël Zangwill. Ensuite, la déclaration Balfour a pour la première fois proposé un cadre légal et politique, une protection à une immigration juive qui jusque-là était très aventureuse, donc pas très encouragée. Le mouvement sioniste a évidemment saisi cette opportunité, sans abandonner sa vraie revendication qui allait beaucoup plus loin. Un foyer national, c'est un endroit où pourront vivre les juifs. Un État, c'est beaucoup plus, c'est un territoire souverain, administré et défendu par les juifs. Le foyer national, c'était donc un premier pas, mais ce premier pas posait déjà le problème du rapport avec la population arabe. Le sionisme a brièvement caressé l'utopie d'une Palestine vide ou presque. Selon la formule prêtée à Israël Zangwill, la Palestine, c'était une terre sans peuple pour un peuple sans terre. On s'est vite aperçu que ça n'était pas vrai. Zangwill lui-même, dès 1905, a rejeté la formule et quitté le mouvement sioniste pour fonder l'organisation juive territorialiste dont je parlais plus haut. On a alors utilisé une autre formule, chère à la colonisation en général. Les immigrants juifs venant de l'Europe développée aideraient les populations locales, les Arabes, à mettre leur pays en valeur.
Ces bonnes intentions pouvaient être tout à fait sincères, mais elles se sont heurtées, comme partout, aux réticences des colonisés. Ils n'étaient pas contre le progrès, mais ils voulaient d'abord rester maîtres chez eux. Le sionisme, confronté très tôt, début des années 20, à une hostilité croissante des Arabes, a connu alors une importante évolution idéologique. Cette évolution est symbolisée par un texte publié en 1923, le manifeste de Zev Jabotinsky, qui est à la fois le premier organisateur de la Haganah et le père idéologique de la droite israélienne moderne, le Likoud. Lorsque cette droite est parvenue au pouvoir en 1977, elle a fait imprimer des billets de banque à l'effigie de Jabotinsky. Il faut bien voir que le sionisme des origines était plutôt de gauche. Le mouvement d'un peuple opprimé, solidaire de tous les opprimés, et voulant construire en Palestine une société de justice et de progrès pour tous ses membres, juifs et non-juifs. Dans son manifeste de 1923, Jabotinsky pourfend ce qu'il considère comme les illusions des sionistes de gauche. Je crois que ce texte mérite d'être lu intégralement, parce qu'il est toujours source de réflexion un siècle plus tard. Vous trouverez les références dans la description. Jabotinsky dit aux sionistes « Vos bonnes intentions sont peut-être sincères, mais elles sont illusoires. La colonisation consiste à imposer la volonté et les intérêts du colonisateur aux colonisés, et cela ne se fait jamais avec l'accord du colonisé. » Je cite Jabotinsky. « Penser que les Arabes consentiront volontiers à la réalisation du sionisme en échange de bénéfices culturels et économiques que nous pourrions leur accorder est infantile. Ce fantasme vient d'une sorte de mépris envers le peuple arabe, d'une sorte de vision infondée de cette race comme étant des canailles, prêtes à se laisser soudoyer afin de vendre leur patrie contre un réseau de chemins de fer. » Et plus loin, « Aussi longtemps qu'ils auront le mince espoir qu'ils peuvent se débarrasser de nous, ils ne vendront pas cet espoir contre aucune sorte de mot doux ou de mets succulents, parce qu'ils ne sont pas les canailles, mais une nation, peut-être un peu en loques, mais encore en vie. » Le texte de Jabotinsky est intitulé « Le mur de fer », parce que, dit-il, il faut ériger un mur infranchissable entre le projet sioniste et la population arabe. Pour Jabotinsky, la formule du mur, c'est évidemment une métaphore sur le caractère irréconciliable des projets sionistes et palestiniens. Mais on pense évidemment au mur bien concret qu'Israël a érigé dans les territoires occupés à partir des années 2000. Et il faudra revenir à la fin sur le texte de Jabotinsky, parce qu'il évoque les conditions selon lesquelles, pour lui, un accord pourrait être trouvé un jour avec les Palestiniens. Est-ce que ce jour est arrivé ou pas? C'est toute la question. Il faut préciser que la droite sioniste, qui se reconnaît dans les propos de Jabotinsky, elle n'accède pas au pouvoir avant 1977. Mais dès l'entre-deux-guerres, la gauche sioniste, qui est majoritaire, est bien obligée d'appliquer les idées de Jabotinsky, c'est-à-dire imposer le projet sioniste à une population palestinienne qui n'en veut pas. On a donc présenté les trois acteurs, le Royaume-Uni, la population de la Palestine, le mouvement sioniste. Comment évolue le rapport de force entre eux de 1918, la disparition de l'Empire ottoman, à 1948, la proclamation de l'État d'Israël. 1949 pour la fixation des premières frontières de cet État d'Israël. D'abord les faits, brièvement, si possible. Le mouvement sioniste a été régulièrement renforcé par l'immigration juive.
dans un premier temps acceptée et protégée par l'Angleterre et la SDN. En 1918, la population juive, c'est environ 1/10 de la population palestinienne totale. En 1948, c'est environ 1/3. Et presque tous sont là pour réaliser le projet sioniste. Les juifs indigènes, entre guillemets, c'est-à-dire les communautés juives qui ont toujours été là et qui ne sont pas forcément sionistes, ne représentent plus qu'une faible minorité. L'hostilité des populations arabes envers l'immigration juive n'a fait que se renforcer. Les incidents violents sont permanents, mais avec plusieurs temps forts. En 1920, les troubles de Jérusalem, déjà évoqués. En 1929, le massacre de plusieurs dizaines de juifs à Hébron. De 1936 à 1939, la révolte arabe contre l'immigration juive et contre les Anglais. Et avec cette révolte arabe de 1936-39, on commence à basculer dans le chaos, c'est-à-dire dans la guerre de tout le monde contre tout le monde. La révolte arabe est réprimée par les Anglais, mais aussi par les forces d'autodéfense juives, la Haganah, et elle s'accompagne de violences internes à la population arabe contre les Palestiniens soupçonnés de complicité avec les Anglais ou avec les Juifs. Le bilan permet de mesurer ce qu'a été cette période. Environ 5000 morts arabes, dont environ 1000 tués par la révolte arabe, environ 300 morts juifs, et c'est le seul bilan précis, 262 morts parmi les forces britanniques. L'Angleterre, confrontée au fiasco de sa politique, a une position qui évolue pour tenter de maintenir une position d'arbitre. Dès 1922, on parle de limiter l'immigration juive. Puis on la limite effectivement, et de plus en plus, jusqu'à la publication du Livre blanc de 1939. Avec le Livre blanc, on a une limitation sévère de l'immigration juive à 75 000 entrées par an. Et ceci au moment où l'antisémitisme se déchaîne en Europe, et donc des juifs de plus en plus nombreux veulent partir vers la Palestine. On voit ici une campagne organisée en Angleterre, à la fois pour dénoncer les persécutions nazies et demander l'immigration libre des Juifs vers la Palestine. Le Livre blanc entraîne aussi des protestations et des manifestations en Palestine même. Ici, un rassemblement de Juifs à Jérusalem en 1939, devant un bâtiment officiel gardé par la police britannique. Au lendemain de la guerre, cette limitation est maintenue, au moment où des milliers de rescapés des camps nazis veulent absolument aller en Palestine, y compris illégalement et en forçant le blocus britannique. Et à ce moment-là, la Palestine bascule vraiment dans le chaos, avec un terrorisme sioniste contre les Arabes et les Anglais, un terrorisme arabe contre les Juifs et les Anglais, et un contre-terrorisme anglais contre les sionistes et les Arabes. Pour sortir de ce piège, l'Angleterre jette l'éponge en reconnaissant son échec. Elle avait reçu le mandat sur la Palestine des mains de la SDN en 1922. En février 1947, elle remet le mandat entre les mains, non pas de la SDN, mais de son successeur, l'Assemblée générale de l'ONU. Il vaut la peine d'écouter le représentant britannique à la tribune de l'ONU, reprenant les termes exacts de la déclaration Balfour et ajoutant « Nous nous sommes trompés ». In accepting the mandate for Palestine after the First World War, His Majesty's government in the United Kingdom undertook to work for the establishment of a national home for the Jewish people on the understanding that nothing should be done which might prejudice the civil and religious rights of existing non-Jewish communities in Palestine. It was assumed at that time
that the objects of the mandate could be carried out with the consent and cooperation of both peoples. Time has shown that this assumption was incorrect. L'ONU prend le relais, crée une commission spéciale qui enquête sur place, écoute les arguments des deux camps, sionistes et palestiniens, ne parvient pas à les départager et propose un plan de partage en 2 États, voté par l'Assemblée générale de l'ONU le 29 novembre 1947. L'échéance, c'est le 15 mai 1948, date fixée par l'Angleterre pour son retrait. Le mouvement sioniste saisit l'opportunité du plan de partage pour proclamer l'État juif qu'il nomme Israël. La partie arabe refuse le partage. Les États arabes entrent en guerre contre le nouvel État d'Israël. Ils perdent cette guerre. En 1949, l'État d'Israël occupe 80% du territoire de la Palestine. Entre 700 000 et 900 000 Arabes palestiniens ont été chassés de leur foyer par la guerre et sont réfugiés dans des camps autour d'Israël. Les États arabes ne reconnaissent pas Israël, ce qui nous indique que le drame est loin d'être terminé. Cette première étape de la fin du XIXe siècle à 1948-49 se termine donc par une victoire du sionisme, bien qu'elle ne soit pas définitive. Si l'on veut comprendre cette victoire, il faut d'abord constater ce qu'elle a d'étonnant. Nous avons dit 3 acteurs: le Royaume-Uni, la population arabe de la Palestine, le mouvement sioniste. Le plus faible au départ, c'est le mouvement sioniste. Le Royaume-Uni, c'est la première puissance du monde jusqu'en 1914. Après 1918, l'Angleterre est affaiblie, mais jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, elle reste la plus mondiale de toutes les puissances. Les Arabes de Palestine, c'est 90% de la population de la Palestine, sûrs de leur bon droit, puisqu'ils sont là depuis toujours, ou du moins depuis très longtemps. Par contre, le sionisme, c'est un petit mouvement politique défendant un projet qui paraît assez utopique, faire renaître un État juif qui avait disparu depuis environ 2000 ans. Si l'on veut expliquer la victoire du plus faible des 3 acteurs, on peut évoquer David terrassant Goliath, sans doute avec l'aide divine. Mais si l'on ne se contente pas de cette référence biblique, il faudra fouiller un peu plus, et on trouvera non pas une explication, mais un ensemble d'explications. D'abord, on est, au lendemain de 1945, à la fin d'un cycle colonial. L'Angleterre exerçait sur la Palestine un contrôle de type colonial, même si c'était au nom de la SDN. Or, le reflux historique de la colonisation est évident au lendemain de 1945 et rien ne peut l'arrêter. Les puissances coloniales, l'Angleterre et la France, sont très affaiblies par la guerre. La Grande Alliance a fait la guerre au nom de la liberté des peuples et il devient difficile de refuser cette liberté aux peuples colonisés. La vague parcourt toute la planète. En Asie, le Japon vaincu perd ses colonies de Corée et Taïwan. Les États-Unis accordent l'indépendance à la seule vraie colonie qu'ils aient jamais eue, les Philippines. Le Vietnam proclame en 1945 son indépendance et entame en 1946 une guerre d'indépendance contre la France. Surtout, très gros morceau, les Indes arrachent leur indépendance en 1947 et l'Angleterre se résigne à une évolution qu'elle juge inévitable. En Afrique, c'est l'ancien empire colonial italien qui s'est effondré. Au Moyen-Orient, la France et l'Angleterre ont déjà dû reconnaître l'indépendance, même si c'est parfois de façon assez formelle, des pays sous mandat. La Syrie, le Liban, l'Irak, la Transjordanie.
En 1947, seule la Palestine reste sous administration, sous mandat britannique, tout simplement parce qu'on ne sait pas à qui donner l'indépendance, mais on voit mal comment l'Angleterre pourrait maintenir son contrôle. Nous avons vu qu'elle annonce en 1947 son retrait de Palestine et que, ne pouvant décider de l'avenir de ce territoire, elle en remet la responsabilité à l'ONU. Son retrait n'est donc pas si surprenant que cela dans la période historique qui suit 1945. Deuxième élément d'explication, après 1945, le sionisme, et au-delà les juifs, bénéficient d'un très fort courant de sympathie dans le monde lorsqu'apparaît au grand jour la réalité de l'antisémitisme nazi. Les persécutions étaient connues depuis les années 30, mais la forme qu'elles prenaient, c'est-à-dire l'extermination planifiée d'un peuple en utilisant des méthodes industrielles, cela n'est révélé qu'en 1945. Dès lors, il apparaît comme évident, conforme à la justice et à l'humanité, que les Juifs, et surtout les rescapés de la Shoah, aient droit à réparation, aient droit à un refuge, à un État. Que cette réparation se fasse sur le dos des Arabes de Palestine, ça n'émeut pas beaucoup à l'époque, et en fait on n'a pas envie de le savoir. Parce que le monde arabe, et même au-delà le monde musulman, ne bénéficie pas d'un grand courant de sympathie dans le monde, et surtout chez les vainqueurs. Les peuples arabes et au-delà musulmans ont participé à la lutte contre le fascisme, mais c'était en combattant dans les armées alliées. Par contre, il y a eu dans les nations et les opinions arabes ou musulmanes la tentation d'un rapprochement avec l'Allemagne parce qu'elle était l'ennemi des impérialismes anglais et français et l'ennemi des juifs. Le symbole honteux de cette compromission, c'est le grand moufti de Jérusalem, Amin al-Husseini. Il est issu d'une famille de notables palestiniens. Il a été dès 1920 un des leaders du nationalisme palestinien. Et pendant la guerre, il a appelé à l'alliance avec l'Allemagne et il s'est réfugié à Berlin. Contrairement à ce que dit M. Netanyahou, ça n'est pas lui qui a suggéré l'extermination des Juifs, mais il est clair qu'entre les Juifs et Hitler, il préférait Hitler. Cette tâche sur l'image du nationalisme arabe, elle jouait un rôle en 1947-48 et elle a perduré pendant longtemps puisque en 1960, dans le film Exodus de Preminger, on voit un conseiller allemand du grand moufti évoquer le bon vieux temps de la guerre. You must understand that the Grand Mufti has publicly committed himself and every Arab man, woman and child to die, rather than accept the partitioning of Palestine. His Holiness does not recognize the decision of a few elderly gentlemen at Flushing Meadows who call themselves the United Nations. Since you are a Muslim, you cannot recognize it either. But what does all this have to do with attacking Gandafna? Gandafna commands the entire Jezreel Valley. The Mufti must pass through this valley on his way to Safed. He has made Safed his provisional capital until the last Jew in Palestine is exterminated. There are 650,000 Jews in Palestine. Temporarily. The Grand Mufti was our guest in Berlin during the war. Since I and my group of friends are now his guests, we have placed our experience in handling Jews entirely at his disposal. Cette scène est intéressante parce qu'elle expose un point de vue, l'assimilation entre le nationalisme palestinien et le nazisme. Aujourd'hui, 2024, M. Netanyahou développe une idée un peu similaire lorsque il dit que ce n'est pas Hitler qui voulait exterminer les Juifs, c'est le grand moufti qui lui a conseillé. Mais même en Israël, ces propos de M. Netanyahou sont contestés
Et aux États-Unis, la société est profondément divisée sur le soutien apporté par les États-Unis à la politique de Netanyahou. Par contre, en 1960, cette scène n'a pas du tout provoqué de scandale. Il apparaît alors comme une évidence dans le monde occidental que la justice, la morale et le bon droit sont du côté des Juifs. Et bien sûr, c'était tout aussi vrai en 1947-48. Mais en 1948-49, les Palestiniens vivent un drame terrible qu'ils appellent la Nakba, la catastrophe. L'exode de plusieurs centaines de milliers de personnes qui perdent leur foyer. Les estimations vont de 600 000 à 900 000 exilés. Est-ce que cela ne pouvait pas entraîner la sympathie ou au moins la compassion de l'opinion internationale ? En fait, très peu, et pour plusieurs raisons. D'abord, le départ des Palestiniens a souvent été interprété non pas comme un exil forcé, mais comme un geste d'hostilité. Les Arabes refusaient de vivre avec les Juifs dans le nouvel État, et incités par les gouvernements arabes, ils partaient provisoirement, en attendant que les armées arabes ne viennent chasser ou exterminer les Juifs. Le discours du sionisme à cette époque est évidemment allé dans ce sens, et il a été plutôt bien reçu à l'époque. Depuis, la recherche historique s'est beaucoup penchée sur l'exil palestinien, y compris en Israël. Et les conclusions sont aussi claires qu'évidentes. La grande majorité des réfugiés a tout simplement été chassée par la guerre ou la peur de la guerre. Leur départ correspondait à l'évidence aux vœux des Israéliens et on les a en tout cas fermement empêchés de revenir. Deuxième raison de l'indifférence de l'opinion mondiale, les déplacements de population ont été fréquents en Europe au lendemain de la guerre, en particulier au détriment des Allemands, chassés par millions d'Europe de l'Est et de Tchécoslovaquie. Alors, il y avait évidemment une différence. Les Palestiniens, contrairement aux Allemands, ne pouvaient pas être tenus pour responsables de la guerre, mais à cette époque, il y avait une absence à peu près complète d'empathie pour les malheurs des Arabes. La victoire du sionisme au terme de cette première étape s'explique aussi par le contexte international. L'aide que chaque camp a reçue, ou pas, des acteurs extérieurs. En 1947-49, la Grande Alliance, constituée pendant la guerre, est en train de se rompre, et la guerre froide s'installe entre le camp occidental et le camp socialiste. Pourtant, la rupture ne se fait pas d'un coup, ni partout en même temps. La rupture se fait d'abord en Europe, et en 1948-49, avec le blocus de Berlin, elle est complète. Mais dans l'affaire de Palestine, il n'y a pas encore rupture, parce qu'il n'y a pas clairement l'Occident derrière un camp et l'URSS derrière l'autre camp. Bien entendu, dans la guerre froide qui est en train de se mettre en place, le Moyen-Orient est un enjeu essentiel. D'abord par la place qu'il occupe sur l'échiquier géopolitique mondial. Mais les deux superpuissances cherchent leur marque au Moyen-Orient, cherchent leurs alliés, et ne les ont pas encore vraiment trouvés. Les sympathies pour la cause des Juifs se trouvent aussi bien à l'Est qu'à l'Ouest. Et les puissances occidentales, autant les États-Unis que la Grande-Bretagne, sont soucieuses de ne pas rompre avec les États arabes. En mai 1947, à la tribune de l'ONU, le soviétique Gromyko reconnaît les droits des deux peuples, juifs et arabes, sur la Palestine. Il donne sa préférence à un État unique dans lequel les deux peuples seraient égaux, mais il ajoute que si cela n'est pas possible, alors il faudra partager la Palestine en deux États. Lors du vote de l'Assemblée générale de l'ONU,
En novembre 1947, une majorité des 2 tiers des votants est nécessaire pour l'adoption du plan de partage de la Palestine. Elle est obtenue assez facilement parce que les pays socialistes votent avec l'Ouest en faveur du plan de partage. On notera les réticences exprimées par un vote contre ou par l'abstention d'un certain nombre de pays qu'en 1947 on n'appelle pas encore le tiers-monde ou encore moins, comme aujourd'hui, le Sud global. Des pays qui refusent de s'aligner sur les grands, même si les grands sont d'accord entre eux. Ce refus n'a rien d'étonnant pour les pays arabes ou musulmans. Mais on peut souligner tout de même la manifestation d'indépendance de la Chine, qui en 1947 n'est pas encore communiste, de l'Éthiopie, de la Yougoslavie, du Mexique. Quant à l'Angleterre, elle s'abstient parce qu'elle a annoncé son retrait et qu'elle ne veut aucune responsabilité dans l'application du plan de partage. Le vote de l'ONU se voulait une décision impartiale. Aucun des 2 camps ne voyait rejeter sa demande d'État indépendant. Dans les faits, c'est une victoire pour le sionisme. Il n'a rien, on lui propose la moitié, il la prend en espérant qu'il obtiendra davantage. Et c'est un échec pour la partie arabe. Comme elle considère que toute la Palestine lui appartient, elle refuse l'idée même du partage. Elle ne prend pas la moitié qu'on lui propose et elle perd tout. L'habileté politique s'est donc entièrement trouvée du côté sioniste. Il faut évoquer le rapport de force militaire. Malgré les apparences, il n'y a pas de supériorité militaire du camp arabe. La supériorité n'existe que si l'on regarde la population totale. Moins de 1 million de juifs contre plusieurs dizaines de millions d'habitants pour le cercle des voisins arabes, Égypte, Jordanie, Syrie, Liban. Mais aucun de ces États ne dispose d'une armée moderne. En réalité, les combats de 1948-49 n'opposent que quelques dizaines de milliers d'hommes de chaque côté. La Jordanie est le seul État aidé militairement par l'Angleterre qui équipe et encadre la Légion arabe, commandée par un officier anglais qui se fait appeler Glub Pacha. Mais en face, l'armée d'Israël reçoit un armement tout aussi important de Tchécoslovaquie, alors évidemment avec l'accord de l'URSS. En effet, les soviétiques voient la Jordanie comme une marionnette de l'impérialisme britannique, un impérialisme que le sionisme a longuement combattu. On a donc plutôt un équilibre sur le champ de bataille. Mais Israël l'emporte. La détermination de sa population et de son armée est beaucoup plus grande. L'habileté de cette armée est incontestable. Et son commandement est unique face à des armées arabes dispersées et non coordonnées. Enfin, dans la guerre, si Israël bénéficie de la sympathie de la plus grande partie du monde, les Palestiniens ne sont soutenus par personne, et surtout pas par les États arabes voisins, qui pensent plus à ramasser un morceau de la Palestine qu'à en assurer l'indépendance. À l'issue de la guerre, l'Égypte contrôle la bande de Gaza. Ce n'est pas pour y créer un État palestinien, mais pour y imposer l'administration égyptienne. Surtout, le roi Abdallah de Jordanie a négocié discrètement avec Israël un partage de la Palestine. Si on lui permettait d'occuper la Cisjordanie, il n'attaquerait pas la partie occidentale de la Palestine. Alors c'est ce qui s'est effectivement passé en 1948-49, et le royaume hachémite de Jordanie a annexé en 1950 la Cisjordanie, y compris Jérusalem-Est. Mais le roi Abdallah a été assassiné en juillet 1951
à Jérusalem et dans la mosquée Al-Aqsa par un Palestinien qui le considérait comme un traître. Pour terminer cette vidéo, en 1949, le vainqueur de cette première étape de la confrontation, c'est incontestablement le sionisme qui a créé l'État d'Israël. Mais cette victoire n'est que partielle. L'État juif n'est pas reconnu par ses voisins. Des centaines de milliers de Palestiniens qui ont perdu leur foyer n'ont pas renoncé à les récupérer. Il faudra donc voir, dans les vidéos suivantes, comment se poursuit la confrontation entre Israël et les États arabes et entre Israël et les Palestiniens.